Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde intitulée «L'objet média à l'heure de la concentration». Ce phénomène prend en effet une ampleur croissante au cours des dernières années. En 2021, en effet, deux entités de poids ont ainsi été créées. D'une part, Pop Europe, réunissant Objet-Rama, Panda Cola et Pépite by Promo Plus, et d'autre part Affectif, qui regroupe WeMatch et Pimp My Team. En 2022, Bayard a repris Mettel et côté distributeur, toujours, Cad Actuel s'est rapproché de Création GLF et Grand Ouest, tandis que BV, l'agence Objet Média, Lagardère et AFSO ont annoncé leur fusion pour former Cinéo. Côté fournisseur, le rachat de Mid-Ocean par Solo Group en juin 2022 amorce peut-être un tournant sur le marché. Quoi qu'il en soit, les opérations se succèdent et ce mouvement de fond devrait se poursuivre, voire s'amplifier dans les années qui viennent. Nous avons réuni deux experts aujourd'hui autour de la table pour nous apporter leur éclairage sur le sujet. Nous avons d'une part Laurent Bourrasso, qui est président de Cinéo. Bonjour Laurent. Bonjour. Et nous avons d'autre part Arthur Magnier, qui est CEO de Pop France. Bonjour Arthur. Bonjour Bertrand et bonjour tout le monde. Alors j'ai une première question pour Laurent. La création de Cinéo est finalement assez récente, elle date de quelques mois. Est-ce que vous avez déjà un premier bilan à nous offrir sur ce montage ? C'est un peu compliqué d'établir un bilan sur les 6 premiers mois, parce qu'effectivement, on a 3 entités qui étaient complètement différentes, avec 3 cultures d'entreprises différentes. Donc, on est en train de faire matcher toutes ces cultures et les 3 entités. La seule partie qui soit vraiment regroupée et fusionnée, c'est l'équipe commerciale. L'équipe commerciale travaille déjà tout ensemble pour essayer de développer Cinéo. La fusion complète de Cinéo interviendra quand on aura tous un seul et même logiciel. Donc aujourd'hui, on est en train de développer Odoo, qui devrait nous permettre effectivement de regrouper toutes les équipes de tous les services différents. Et vous me disiez en préparant cette table ronde que le match de culture d'entreprise était quelque chose de très important, voilà, le côté humain. Justement, vous avez mis en place quelque chose d'assez particulier pour réussir à avancer sur le sujet. Alors quand on a décidé de fusionner ensemble, on s'était dit que ce serait quand même assez compliqué de regrouper toutes les cultures en une seule culture. Donc on a travaillé avec une coach qui nous a reçus pendant 10 jours et on a travaillé tous ensemble à écrire cette culture d'entreprise. C'est complexe parce que c'est compliqué de trouver chaque mot qui soit compris par les 5 associés qui étaient concernés par la nouvelle culture. Et on a travaillé pendant des journées entières ensemble à se chercher, à se comprendre, à essayer de donner les informations aux autres pour qu'ils nous comprennent le mieux possible, afin qu'il n'y ait pas de surprise le jour où effectivement on se retrouve tous derrière le bureau pour travailler ensemble. Ouais. Arthur, vous avez un peu plus de recul que votre camarade sur le sujet, puisque donc la fusion que vous avez opérée date d'un peu plus de 2 ans, si je ne m'abuse. Vous évoquiez à l'époque un objectif de doubler de taille en 4 ans. Où en êtes-vous sur cet objectif ? On est sur le chemin de doubler de taille en 4 ans. Pour l'instant, on tient à nos ambitions. Si je devais résumer un peu ces 2 dernières années et la manière dont ça a avancé, aujourd'hui, moi, je suis un CEO heureux mais fatigué. Voilà. C'est-à-dire c'est très sportif. Je pense que c'est le début du chemin en ce qui concerne Cinéo. Tu as beaucoup parlé de culture d'entreprise juste avant. Nous, on s'est rendu compte que c'était aussi un des aspects très compliqués de passer de concurrents, finalement, parce qu'on était des sociétés concurrentes à des sociétés qui vont être complémentaires et qui vont devoir travailler ensemble. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut s'inventer une culture commune. Il ne faut pas travestir les cultures de l'une ou l'autre des boîtes en se disant tiens, ça va être ma nouvelle culture. Non, il faut partir de zéro quasiment. Et puis, c'est aussi un moment important puisqu'on réunit des directions, des actionnaires, des nouveaux dirigeants, un nouveau board. Et puis, il faut aussi que le board, lui, soit aligné et la même vision pour pouvoir justement partager cette culture. Oui. Vous parliez également au moment de l'annonce de ce rapprochement entre les différentes entités du fait que la concentration du marché de l'objet média était finalement quelque chose d'inéluctable et presque même quelque chose
finalement d'obligatoire presque pour la survie du marché, en tout cas quelque chose qui va dans le sens de l'histoire. Oui, je pense que ça va dans le sens de l'histoire parce qu'on a toujours été un marché historiquement ouvert, c'est-à-dire finalement assez peu de barrières à l'entrée. Facile. Alors moi, évidemment, je me place du point de vue des distributeurs. C'est facile d'entrer sur ce marché en tant que distributeur, ça l'était. On a des BFR faibles. Déjà, ça c'est pas il n'y a pas de problème à ce niveau-là. En termes d'innovation ou de compétences techniques qui seraient de l'ordre de l'industriel, il n'y a pas non plus de difficulté de ce point de vue-là. Et puis on a aussi une chance quand même, et on voit avec le dynamisme du salon, c'est qu'on a beaucoup de clients potentiels. Donc c'est assez facile de trouver des débouchés commerciaux. Donc c'est ce qui a toujours été notre marché. Et je pense que ces barrières à l'entrée qui n'existaient quasiment pas ne nous ont pas forcés à nous remettre en question, à innover, finalement à pousser le curseur de ce qu'on était capable de faire et de proposer à nos clients. Et à mon avis, la concentration, c'est une réponse à ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai acheté ces baskets-là, j'ai eu une expérience client il y a quelques mois qui était sans commune mesure avec ce que j'aurais eu il y a 5 ans quand je les ai achetés. Pourquoi ? Parce que le marché de la basket a évolué et qu'aujourd'hui, j'ai des attentes qui sont très particulières, très fines, très spécifiques. Je pense que si on veut commencer à offrir ça à nos clients sur notre marché, oui, on va devoir passer par la concentration, parce qu'il va falloir des gros acteurs qui seront capables d'assumer financièrement, en termes d'innovation, de réflexion, de matière grise, de tout ce que vous voulez, pour justement suivre cette marche en avant. Ouais. Laurent, est-ce que justement ce phénomène auquel vous contribuez évidemment avec l'entité consolidée que vous avez formée, au développement du marché, est-ce que ça contribue également à la désirabilité de l'objet média dans l'absolu ? La concentration, elle existe effectivement parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises. On était un marché de petites entreprises. Et on voit qu'au niveau français, les plus grosses entreprises qui existaient avant les concentrations faisaient une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, quand on regarde ce qui se passe en Angleterre, où les entreprises font 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, ces gens-là, ils vont regarder le marché français à un moment donné de façon très intense. Et ils ont déjà commencé à venir tâtonner un peu le marché. Donc si on ne veut pas se retrouver mangé par ces gros qui vont arriver de Pays-Bas, d'Angleterre ou d'Allemagne, il va falloir qu'on ait aussi des gros entrepreneurs qui puissent répondre à des demandes de plus en plus pressantes et de plus en plus importantes aussi de nos clients, qui cherchent aujourd'hui aussi à développer de leurs fournisseurs des marchés internationaux. Donc on a besoin de répondre à ça financièrement, logistiquement, pour arriver à leur service, quoi. Oui, ça faisait partie des raisons majeures qui vous ont poussé aussi à monter Cinéo, c'est être en mesure, atteindre finalement une certaine taille critique qui vous permet de répondre à des appels d'offres d'envergure internationale. Oui, parce qu'il y en a de plus en plus. On est, nous, aujourd'hui, associés dans Prominate, qui est une entreprise allemande qui répond à des appels d'offres internationaux. Et aujourd'hui, on est présent dans 100 pays. Quand on va voir des gros faiseurs d'objets publicitaires et que leur dit qu'on est présent dans 100 pays, il y a un intérêt qui est un peu différent. Même si, effectivement, chacun va répondre localement, il y a quand même une image qu'ils veulent avoir, qu'ils veulent véhiculer, qui est la même partout. Et donc, pour ça, si on a des services à leur proposer, on est effectivement devenu un petit peu out of the box et au-dessus des autres. Arthur, en préparant cette table ronde, vous me parliez également de notions de service et que vous regardiez également à l'international. Pour le coup, peut-être pas exactement dans les mêmes pays que Laurent, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sujet ? C'est vrai qu'on a une approche un peu différente de ce qu'on imagine de l'internationalisation. Vous, c'est pour pouvoir répondre à des appels d'offres de grande envergure. Nous, c'est plutôt mass market sur d'autres pays que la France. Je dirais que c'est la prochaine étape. La première étape, c'était déjà de se consolider en France, d'être sûr de nos forces. On sait aujourd'hui qu'on est beaucoup plus fort en tant que Pop France qu'on ne pouvait l'être individuellement en tant que Panda Cola, Obgérama et Pépite, et qu'on n'avait jamais et que cette complémentarité de l'offre aujourd'hui nous permet d'être évidemment plus à l'aise dans le fait de s'internationaliser. Je crois qu'il y a une première étape que l'on va devoir passer, qu'on est en train de passer, mais ça prend un peu plus de temps que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est déjà de s'aligner d'un point de vue du système d'information et de toute la partie qu'on va appeler tech,
hein, finalement. Tant qu'on n'aura pas fait ce travail-là, éprouvé ce qu'on a mis en place sur le marché français avec les volumes qui sont les nôtres, on fait une année 2022 à environ 46 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on embrasse des commandes. Tant qu'on n'aura pas éprouvé ce modèle-là sur la France, ça sera difficile d'aller voir ailleurs. Par contre, je rebondis sur ce que tu disais, Laurent. Oui, il y a des Hollandais qui commencent à regarder le marché français, voire même qui sont là. On a des Espagnols. Moi, j'ai en tête Give Campaign, par exemple, qui ne fait pas semblant hein, quand ils viennent sur le marché français. Et c'est des gens qui, aujourd'hui, ont une culture d'entreprise et une taille critique qui leur permettent d'avoir ces ambitions-là sur des marchés internationaux. En France, franchement, il n'y avait quasiment pas d'acteurs qui pouvaient le faire. Là, ça commence à être un peu plus vrai. Et puis... mais parce qu'il y avait une aberration. Parce que moi, quand je suis rentré pour la première fois sur ce marché, je crois que c'était en 2013 ou quelque chose comme ça, ou 2014, on m'a dit c'est un marché qui pèse environ 1 milliard. Je crois que c'est toujours le chiffre, hein, d'ailleurs, on dit à peu près, voilà. On dit c'est un marché qui pèse environ 1 milliard et le plus gros des acteurs, il fait 20 millions. J'ai fait le ratio, je me dis, il y a un problème. Je comprenais pas en fait. Je me disais, mais comment on peut avoir un marché qui pèse 1 milliard avec le plus gros acteur du marché qui fait 20 millions d'euros difficilement? Je crois que moi c'était entre guillemets la maladie entre guillemets de notre marché et je pense que cette maladie on est en train de trouver une cure et la cure c'est pour moi la concentration. Ouais. La formation d'un groupe fort de plusieurs entités, donc ça apporte plusieurs forces. On a parlé du service, on a parlé du fait de s'armer pour répondre à des appels d'offres d'envergure internationale. Est-ce que ça rassure également des grands comptes, le fait d'avoir une certaine taille, d'avoir... Laurent? Certains grands comptes, oui. Il faut savoir quand même qu'on est dans un marché où la communication par l'objet n'est pas encore considérée comme un média. Même si avec la fédération, quand même, on pousse et on essaye d'œuvrer dans ce sens, nos annonceurs, eux, pour certains en tout cas, nous considèrent encore comme des vendeurs d'objets publicitaires. Ce qu'on est, mais on essaie de le faire de façon complètement différente. On voit comment nos fournisseurs ici se professionnalisent. Tout ce que peut avoir comme nouveaux fournisseurs, nouvelles certifications, les produits évoluent de façon très importante. On est sur des produits extrêmement normés, qui sont même presque plus normés. On nous demande plus de normes, pratiquement que ce qui se vend dans le commerce. Donc on doit répondre à des exigences, et ça c'est quand même une grosse innovation dans notre profession, parce que ce n'était pas le cas il y a quelques années, quoi. Oui, la dimension conseil aussi qui se développe chez certains acteurs de plus en plus. Oui, la dimension conseil, on voit qu'il y a aussi des gros faiseurs d'agences de communication, type Gutenberg ou autres, qui viennent aussi sur ces marchés, parce que c'est un marché quand même qui est très porteur. Effectivement, le marché il fait 1 milliard, 1,2 milliard aujourd'hui, mais on sait à peu près ce que ça fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas des statistiques qui vont être aussi précises que la communication à la radio du sud-ouest de la France. Ouais, c'est symptomatique aussi, peut-être encore d'un manque de professionnalisation finalement de la filière. Je pense que les gens qui sont ici se professionnalisent de plus en plus. C'est une obligation qui est une obligation aussi liée à la législation, qui est une obligation liée à la demande de plus en plus croissante de nos clients. Et aujourd'hui, il y a quand même... moi, je trouve que ça se professionnalise, que même les petites entreprises aujourd'hui deviennent des acteurs beaucoup plus informés, beaucoup plus présents sur le marché. Arthur, vous avez un complément ? Sur le fait que ça nous permette d'atteindre certaines entreprises, d'être un groupe ou de se concentrer comme on l'a fait, moi je suis convaincu que ça a un effet positif, et parce qu'on l'a vécu de toute façon sur l'année 2022, on est allé chercher des contrats beaucoup plus facilement que ce qu'on aurait pu le faire si on n'avait pas été Pop France. Ça fait la différence. Ah oui, clairement, ça a fait la différence, et en fait ça a fait la différence parce qu'il y a aussi une logique qui est assez simple. De la part, alors, on n'est pas toujours face aux équipes de communication et de marketing, on est aussi souvent face aux équipes achats. Et il y a une logique simple chez les acheteurs. Je veux un fournisseur qui me fournisse le service ou le produit le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles, avec une santé financière qui lui permette d'assurer ce service-là le plus longtemps possible. Et donc moi, si je suis acheteur dans un grand groupe, que j'ai Cinéo ou Pop France qui arrive en face de moi, je m'intéresse 2 minutes au bilan, je m'intéresse 2 minutes à la puissance d'achat du groupe, je m'intéresse 2 minutes à la taille aussi et au nombre de personnes qui travaillent au sein de ce groupe. Ma conclusion, elle est simple. Ok, ça, je veux que ce soit des gens avec qui je vais bosser parce que je sens qu'il y a une fiabilité qui va me permettre de m'accompagner longtemps. Ouais. Laurent, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il y a aujourd'hui, effectivement, on regarde ça. Quand on voit les appels d'offres qui sont lancés, on a les appels d'offres, on voit quand même que c'est des copier-coller d'un appel d'offres pour acheter les pièces mécaniques derrière. On retrouve les mêmes...
Ça, c'est les acheteurs. Voilà, les acheteurs. Ils nous envoient les appels d'offres comme ça. On regarde effectivement 2 minutes chacun des postes dont tu as parlé. Et on regarde pendant 45 minutes les prix qui sont affichés. Donc on nous demande toutes les certifications possibles, imaginables, qui coûtent très cher. Aujourd'hui, nous, on est certifié ISO 9001, ISO 14001, Calicerve, Ecovadis, et d'autres. On est un bâtiment passif. Et pour autant, sur certains appels d'offres, quand on reçoit les appels d'offres publics, par exemple, on reçoit les concurrents qui ont pris le marché, ils n'ont rien de tout ça. Donc effectivement, dans le prix, il y a marqué que 40% dépend de la qualité de l'entreprise, 60% du prix, et dans un cas sur deux, c'est le prix qui prend le pas. Hein. Et ça, on le retrouve ça aussi, surtout dans les grosses entreprises, qui ne considèrent pas l'objet comme un vrai média, quoi. Oui, c'est ça, il y a quand même encore pas de la défiance, mais il y a presque du mépris, entre guillemets, aussi, parfois, où on se dit, c'est du goodies, voilà, c'est pas quelque chose qui est très valorisé. Qui est le terme à bannir. Oui, non mais c'est ça. Voilà. Mais alors, ce mot goodies, effectivement, pour nous, il est péjoratif. Il faut savoir que pour nos clients, il est absolument pas péjoratif. Nous, on l'utilise, on dit non, on ne vend pas des goodies, on vend des objets de communication ou des objets médias. Nos clients, eux, goodies, pour eux, il n'y a pas du tout, ils n'ont aucun problème avec ça. Objet publicitaire, pour eux, effectivement, est un mot un peu plus vulgaire, on va dire. Mais goodies, pour eux, ça leur paraît tout à fait normal. Ouais. Pour revenir un peu sur le sujet plus général de la concentration, vous qui avez un peu de recul, en tout cas Arthur, un peu plus, mais Laurent également a beaucoup d'expérience, dans l'absolu, quel conseil vous pourriez donner aujourd'hui à des acteurs du marché de l'objet média qui souhaiteraient se rapprocher de confrères? Quels sont finalement les facteurs clés de succès? Arthur, peut-être pour commencer. Vous avez parlé de culture, d'entreprise, ça a l'air d'être quelque chose d'assez prégnant. Déjà, je pourrais commencer par dire parlez-moi-en. Pourquoi pas? Étape. Ça pourrait être intéressant pour nous, ça pourrait être intéressant de se rapprocher. Donc ça, c'est la première chose. Donc vous êtes ouvert? Mais totalement. Complètement. Le deuxième point, la culture, c'est très important. Je ne vais pas de nouveau repasser 10 minutes dessus parce qu'on en a largement parlé, mais je crois que c'est le critère numéro 1 selon moi, c'est la culture. Ensuite, on va avoir quand même les équipes dirigeantes à l'instant T et les équipes dirigeantes de demain. Faut quand même partager la même ambition, la même vision de l'entreprise. À partir du moment où il y a un décalage qui se crée, la fusion, elle va dans le mur, clairement. Puisque on a trop d'influence aujourd'hui sur nos entreprises pour se permettre de ne pas être en accord sur ce qu'on fait et sur le projet qu'on mène. Je rajouterai un troisième point, c'est au niveau de l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes nos entreprises fonctionnent sur des ERP, des PIM, des CRM, des OMS, des CMS, et je vais arrêter là avec les acronymes. Si on commence à avoir une ou plusieurs boîtes qui travaillent sur des outils différents sur tous ces acronymes-là et qu'on n'arrive pas rapidement à les aligner, on va louper un élément essentiel de ce que peut nous apporter un rapprochement et une fusion. C'est d'améliorer nos process finalement, c'est de les optimiser, c'est d'optimiser, d'aligner tout le monde pour avoir des gains de productivité, de rentabilité, etc. Donc ça, pour moi, c'est le troisième point qu'on a tendance à sous-estimer. Là-dessus, je vais faire amende honorable aussi. Je trouve que même nous, à notre niveau, on l'avait un peu sous-estimé. Donc, on sait que c'est un chantier qui est finalement, on se rend compte que c'est un chantier qui est finalement plus compliqué que ce qu'on pensait, alors qu'on était persuadé d'être équipé pour. Évidemment. Et ça fait 18 mois qu'on travaille dessus et on n'en voit pas encore tout à fait le bout et on sait qu'on a encore quelques mois à venir devant nous, quoi. Très bien. Laurent? Les conseils pour se rapprocher, c'est avant tout une aventure humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on s'est rassemblés avec David, Elie, Fred, Steve et moi, parce que c'était Afso, les 5 Lagardère associés, et BV. Afso et Lagardère. Il faut savoir qu'une fusion à 3, les gens qui nous ont accompagnés dans cette fusion, les conseils, les avocats, les comptables, ils en réalisent à peu près entre 0 et 2 dans leur vie professionnelle. À 3. Les fusions à 3, c'est très très rare. Oui. Voilà, Arthur, c'est également à 3. Ouais. On fait partie effectivement. Et les fusions on les a réunis 3, aujourd'hui. Voilà. Formidable. Et les fusions à 3, c'est très très rare. Donc c'est très compliqué à mettre en place. Et il faut vraiment qu'humainement, on s'entende déjà bien. Il faut qu'on ait échangé. Nous, avant de signer, de dire voilà, ça y est, on s'engage, il s'est passé 1 an, plus d'1 an même. Vous collaboriez déjà, hein, on échangeait, on était presque amis. On se connaissait en dehors du travail, mais surtout que
il faut vraiment qu'on ait la même vision et qu'on ait envie de la même chose. L'aboutissement, il faut se dire, voilà, je veux aller là. Et s'il y en a un qui dit, bon, moi, je m'arrêterai peut-être là, ou moi, je pars là, ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'on se dise, on veut tous aller là. Et là, on peut commencer à construire quelque chose. Il faut mettre les choses à plat, oui. Vous disiez que ce n'était pas forcément évident. Enfin, il faut être très honnête, très transparent les uns avec les autres sur nos envies, sur, sur la vision du développement de l'entreprise, etc. Ouais. Quand on a travaillé la culture, on a eu cette coach qui nous a accompagnés. Effectivement, là, c'est des journées complètes à travailler ensemble. On se met à nu, quoi. Enfin, c'est vrai qu'on doit dire les choses. On ne doit pas garder les choses et surprendre les gens derrière en disant, tiens, voilà, j'ai fait le beau pendant 10 jours et puis après, maintenant, c'est moi qui vais dire que... Pour le mariage et après, voilà. tout fout le camp. Et après, faire l'inverse. Il y a cette culture d'entreprise qui est importante. Il y a la partie RH. Donc Arthur en parlait il y a quelques minutes. Nous, on n'est qu'à 6 mois. Donc la partie RH, on l'attaque, on est dessus. Les gens sont hyper impatients. Ça aussi, c'est une chose... les gens n'ont pas peur, mais voilà, se posent quand même des questions. C'est un paramètre important à gérer. Voilà, et surtout quand il y a 3 cultures différentes. Et là, on travaille sur la partie RH, qui est une grosse partie. Il va falloir qu'on attaque, qu'on aille expliquer aux gens comment ça va se passer. Et ça, c'est une partie qu'effectivement, on avait peut-être pas négligé, mais on savait que ça allait arriver, mais on s'était dit, voilà. Ça prend peut-être une ampleur aussi, peut-être plus conséquente qu'escomptée. Oui, ça prend de l'ampleur parce que effectivement, quand on a signé ensemble, quand on a discuté, les discussions ne tournaient pas autour de ça. Elles tournaient autour d'un rapprochement logistique, financier, humain, avant tout. Et après, on a attaqué les parties techniques, la partie là où on travaille sur la partie achat, on travaille sur la partie RH, la partie marketing. Toutes ces parties-là sont des parties indépendantes. Et il faut derrière que ça matche. Et il faut embarquer tout le monde. Ouais. Donc là, on a repris la coach qu'on avait, qui va nous aider à transmettre la culture d'entreprise à toute l'équipe. Vous connaissiez, vous collaboriez ensemble. Est-ce que c'est un préalable à un rapprochement potentiel, ou est-ce qu'on peut faire sans? Non, on peut faire sans. Encore une fois, c'est pas forcément... Je dirais, c'est une relation humaine, c'est une aventure humaine. On n'aurait pas collaboré, on aurait peut-être fait la même chose. Ouais. Parce qu'effectivement, on avait de l'ambition, on en parlait régulièrement en disant, voilà, ce serait bien d'un jour qu'il y ait quelque chose de plus important qui se fasse et tout. Moi, ça fait entre 10 et 15 ans, on en parlait à l'époque avec Jordanen, on disait, voilà, demain, il faudrait qu'il y ait effectivement un acteur de 40-50 millions d'euros en France, parce qu'il n'y en a pas. Jordanen avait commencé, vous l'avez fait, d'autres le font. Effectivement, il manque des gros acteurs pour ne serait-ce que crédibiliser notre métier auprès des annonceurs. Parce que si demain, effectivement, on est plusieurs gros acteurs à parler, à dire la même chose, on va nous écouter plus facilement que si, effectivement, chacun raconte dans son coin ce qu'il a envie. Arthur, votre point de vue? Moi, je voulais juste rebondir sur la partie RH, parce qu'en effet, je pense que c'est le truc le plus tricky en fait, dans ce qu'on essaye de mener. Et il y a un truc de base, ça pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure d'une fusion ou d'un rapprochement. N'oubliez jamais que dans vos boîtes différentes qui pourraient se rapprocher, tout le monde n'a pas les mêmes niveaux de salaire, n'a pas les mêmes grilles de rémunération, n'a pas les mêmes contrats. Et ça, c'est des trucs alors nous, on ne l'a pas découvert, on le savait en faisant la fusion, mais au fur et à mesure où on avançait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on aligne quand même un certain nombre de personnes, parce qu'on leur disait, maintenant, vous bossez pour une seule boîte, avec une seule vision, avec une seule façon de faire. Donc c'est normal de vouloir être payé de la même façon, c'est normal de vouloir avoir les mêmes contrats, c'est normal de vouloir avoir un certain nombre de choses comme ça. Donc nous, ça nous a pris quasiment 18 mois de réaligner au maximum, de modifier les contrats qu'il fallait modifier, etc. Et après, dans ce genre de situation, toujours d'un point de vue RH aussi, c'est un peu comme une rencontre. Donc il y a la phase lune de miel, où finalement on est tous, autant qu'on est dans ces projets, dans ces entreprises, excités à l'idée que cette fusion puisse se faire et qu'on puisse se rapprocher. Et puis quand la phase du lune de miel est passée, on passe dans le moment un peu plus dur de la relation. C'est-à-dire que là on se dit, c'est pas exactement ce que je m'étais imaginé, ou je pensais que j'aurais plus d'opportunités, ou je pensais que je pourrais faire ça différemment. Et donc nous, on l'a vécu en 2022 par exemple. Donc on verra si dans 1 an et demi, ça vous fait la même chose ou pas. Mais nous, on l'a vécu en 2022 et on a eu quelques secousses d'un point de vue RH parce que on a eu des gens qui finalement se sont dit c'est pas le projet que je m'étais imaginé, ou je voulais pas forcément m'embarquer là-dedans. Et donc on a eu pas mal de turnover aussi en 2022. Moi aujourd'hui, j'en suis très content parce que ça nous a permis de faire rentrer des équipes extraordinaires. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Mais il faut aussi l'anticiper, quoi. Ouais. Pour conclure, j'ai l'impression qu'on devrait vivre encore
plusieurs opérations de rapprochement, de concentration. Enfin, a priori, c'est quand même quelque chose qui pourrait structurer aussi le marché. On peut en attendre d'autres, à la fois du côté distributeur comme fournisseur éventuellement, où il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites chez les distributeurs. Laurent, votre avis? En quelques années, là, parce que c'est quand même très récent, hein, ces rapprochements. Et, on peut imaginer qu'il y aura d'autres rapprochements. On peut imaginer que, notamment aussi chez les fournisseurs, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites chez certains fournisseurs, parce qu'effectivement, il y a des activités qui sont complémentaires, comme l'a fait Solo avec Mille Océans. Ouais. Chez les revendeurs, ça peut être la même chose. La complémentarité est aussi un des axes qui nous a facilité la chose. C'est-à-dire quand on s'est assis autour de la table à 5, on a dit, bon, qui fait quoi? Parce que si on avait tous le même poste de directeur commercial dans nos boîtes, ça aurait été compliqué. Là, aujourd'hui, on a trouvé chacun notre place au sein de la boîte avec des pôles de compétences. C'est pas qu'une fonction, c'est plusieurs compétences dans chaque fonction. Je pense que ce qu'on fait en interne, on peut le retrouver aussi chez les distributeurs. Je pense qu'il y aura d'autres surprises dans les années à venir. Arthur? Je suis convaincu qu'il y en aura d'autres, des concentrations. Après, je dirais que selon moi, il y aura deux typologies de concentration. Il y aura les concentrations de conviction et les concentrations de confort. Et je ne les mets pas nécessairement dans le même panier. C'est-à-dire qu'on va avoir des entreprises... Et alors, ça m'arrange, hein, parce que je pense que là, il y avait deux concentrations de conviction assis sur ce canapé. Donc, comme ça, voilà. Non pas que j'oppose les deux, mais il y a des concentrations de conviction de dire on peut faire plus, on peut innover, on peut aller chercher des marchés, on peut aller chercher des niches qu'on n'arrivait pas à chercher ensemble, etc. Et il va y avoir les concentrations de confort, qui est de dire, bah, écoute, on fait à peu près le même métier, voire carrément le même métier. Il n'y a pas vraiment de complémentarité à aller chercher, parce que finalement, on fait la même chose. Moi, je sens que je suis arrivé à un certain niveau. Toi, tu sens que tu es arrivé à un certain niveau. Bah, peut-être qu'on peut commencer à se mettre ensemble, rassembler nos chiffres d'affaires, optimiser éventuellement nos achats et quelques aspects de la gestion de l'entreprise, et puis s'arrêter là finalement. Et ça, je pense aussi qu'on en aura un peu plus que ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que le marché va devenir de plus en plus compliqué. Et je vais être très honnête, j'ai envie d'y contribuer. Et je pense que Synéo aussi, c'est-à-dire qu'on a envie de monter la barre. Et plus on va monter la barre, plus on va faire monter la température sur le niveau d'exigence qu'on s'impose, sur le niveau d'innovation qu'on s'impose, sur le niveau de service, de logistique qu'on va s'imposer, plus ça va être compliqué de suivre. Et donc, il y aura ces fameuses concentrations, soit de conviction, soit de confort, qui s'opéreront derrière pour pouvoir suivre la caravane. Vous voulez vraiment créer des barrières à l'entrée? Oui. Enfin, oui, je pense qu'il faut qu'on crée des barrières à l'entrée. Un marché sain sur lequel il y a de la richesse qui est créée, c'est un marché où il n'est pas si facile que ça de rentrer. C'est tout. Donc oui, il faut qu'on crée des barrières à l'entrée. Et même au-delà de ça, au-delà de dire moi j'ai envie de créer des barrières à l'entrée, ce qui est un peu présomptueux de ma part. Donc je ne vais pas le dire comme ça. Je vais plutôt dire nos clients vont exiger de plus en plus de nous. Et cette exigence, en s'y adaptant, créera inéluctablement des barrières à l'entrée. Laurent, un dernier mot? Pour parler de barrières à l'entrée, effectivement, on est un métier où c'est tellement facile d'y rentrer. Il n'y a aucune compétence particulière, si ce n'est de savoir vendre, et même pas savoir acheter, puisque de toute façon, on vient ici, on fait ses courses. Donc c'est très simple dans notre métier, en fait, hein. Après, effectivement, complexifier les choses avec du service, avec de la logistique, avec des qualités, des labellisations qu'on pourra apporter à nos clients. Effectivement, pour aller vendre au commerce du coin ou à l'artisan, on n'aura pas besoin de toutes ces compétences. En revanche, dès qu'on va vouloir arriver sur des budgets qui vont être des budgets beaucoup plus conséquents, de grands groupes européens, internationaux, là, effectivement, il va falloir apporter du service, de la qualité, des finances. Et c'est là qu'il faut... Alors nous, c'est plus de ce côté-là qu'on se situe, et essayer de rassurer le client quand il va passer une commande, et en disant, voilà, je suis sûr d'être livré, ou je peux, même si jamais il m'arrive un problème, l'entreprise avec qui je travaille a les épaules assez solides pour répondre au moindre problème qu'il peut y avoir. Juste sur le commerce du coin, le niveau d'exigence va monter aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est générationnel en fait, et je ne parle pas forcément d'âge, mais je parle de mode de consommation, quel que soit notre âge aujourd'hui.
on consomme et on est livré de plus en plus rapidement, c'est de plus en plus facile d'acheter, on n'a même plus besoin de rentrer sa carte bleue quand on achète sur Amazon. Enfin, tout ça aujourd'hui, c'est les commerces du coin, les TPE, les PME de demain qui vont s'attendre à ce niveau de service-là et à ce niveau d'expérience utilisateur. Donc il va falloir qu'on leur délivre ça aussi, parce que sinon on va devenir un marché entre guillemets has-been qui ne va pas être capable d'offrir l'expérience utilisateur qui est offerte par tous les autres marchés autour de nous, ou presque tous les autres marchés autour de nous. Donc finalement, je comprends ce que tu dis sur les grandes boîtes, mais je pense que de l'association jusqu'aux très grandes boîtes, ça va s'opérer. Ça va s'opérer. Ça va s'opérer. Mais effectivement, aujourd'hui, les gens vont acheter de l'objet sur Internet de façon très très simple, comme ils vont acheter sur Amazon un truc qui est personnel. Donc effectivement, il y aura pas on ne va pas regarder la même exigence, à savoir qu'effectivement, derrière, il y a une dimension, il y a un risque financier, il y a une dimension service, une dimension image. Aujourd'hui, une entreprise qui dit moi je travaille avec un entrepreneur qui a les grands groupes se rassurent aussi et se servent de ça pour leur communication en disant moi je travaille avec quelqu'un qui a des certifications, en disant voilà, moi je choisis mes fournisseurs, regardez, ils sont certifiés, ils ont aussi dans ça. Moi je peux polluer, on s'en fout. En revanche, mes fournisseurs, ils sont certifiés. Et ça, effectivement, c'est une exigence aussi des grands groupes. On a un peu moins d'expérience, mais c'est un petit peu dans la vente à distance comme vous le faites. Mais effectivement, cette exigence, on ne la retrouve pas chez, je ne vais pas dire les petits commerçants, mais chez les commerçants autres. Et pourtant, c'est un marché qui est énorme, qui est aujourd'hui un des marchés qui a fait décoller l'objet publicitaire dans les années 60. Donc maintenant, effectivement, il existe. On consomme l'objet publicitaire, on fait attention à ce qu'on offre, mais effectivement, sur les gros marchés, on a des exigences qui sont un petit peu quand même supérieures à ça. Et plus on va porter le service haut, plus on va porter l'exigence haute, plus on aura peut-être un regard de la part des annonceurs qui sera un peu plus professionnel par rapport à leurs besoins. Pour être coiffeur aujourd'hui, pour avoir une agence immobilière, il faut une certification. C'est-à-dire que si on n'a pas 10 ans d'expérience ou alors un brevet, on n'est pas coiffeur ou on n'est pas... dans notre profession, on n'a pas besoin de tout ça. On rentre, la porte est ouverte, on accueille tout le monde. Très bien, merci messieurs pour cet échange.